Désiré Sikati, quelle est l'analyse que vous faites de cette crise au sein de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, qui, quand même, il faut le rappeler, est une institution, un établissement assez important pour l'État du Cameroun. Est-ce qu'on est là dans une autre crise aussi grave que celle qu'on a vécue et quelles peuvent être les voies de sortie? Est-ce qu'il est possible, lorsqu'on a écouté Maître Augustin Gueffak tout à l'heure, on a l'impression que c'est une affaire qui va mourir d'elle-même, puisque, semblait-il dire, même si un conseil d'administration se tient à la présidence de la République et qui débouche sur le débarquement ou sur le limogeage de l'actuel administrateur directeur général, eh bien, pour revenir un peu dans le langage, dans l'espace politique, une chose est de gagner l'élection, une chose est de prendre le pouvoir. Vous savez très bien à quoi je fais allusion après les élections de 1992, où on disait que le SDF avait effectivement gagné l'élection, mais après avoir gagné l'élection, il fallait prendre le pouvoir et c'était la chose la plus compliquée. Est-ce qu'il est possible d'envisager aujourd'hui que ce conseil d'administration qui va peut-être se tenir à la présidence et qui pourrait déboucher sur le limogeage, parce que de toute évidence, c'est ça le nœud gordien de cette affaire, que cela débouche effectivement sur est-ce que le patron, le baron va partir. Il est là depuis 3 décennies et il est présenté par Jeune Afrique comme étant un ami intime du président de la République. Bon, bien sûr, Duval, je vais répondre à votre question, mais je voudrais vous prier de me permettre de dire 2 petits mots sur la thématique d'entrée de l'émission, juste pour clôturer. Je pense que bon, c'est un sujet qui porte sur l'éducation et puis l'éducation nationale, c'est le fondement de l'avenir d'un État. Donc comprenez que je m'y attache un peu. Je voudrais juste dire que par le passé, il faut aussi reconnaître que malgré le mauvais niveau des élèves, on avait délibéré en deçà de la moyenne normale, c'est-à-dire en deçà de 10. Vous avez des années où le baccalauréat, le BEPC, même le probatoire, où on a eu des amis qui en réalité ont réussi avec 7 de moyenne. Parce que le gouvernement ne voulait pas créer un mécontentement social. Donc cette année-ci, il savait qu'avec le phénomène de l'eau, ou bien des épreuves qui étaient connues avant la composition par certains élèves, bien le ministère des enseignements secondaires a décidé d'affirmer la rigueur, et raison pour laquelle tous les candidats qui ont réussi avaient au moins 10. Donc ça veut tout simplement dire que si on avait respecté la même rigueur, dans les années antérieures, c'est pas sûr qu'on aurait eu les taux d'admission qu'on a souvent eu. Donc il y a un véritable problème à voir. Maintenant, il y a... Bon, ce sont les secrets de la délibération pour lesquels... Non, ça c'est pas... Non, je n'ai pas dit que vous allez vous prononcer. Je n'ai pas dit que vous allez... Je pense quand même que ce que je dis n'est pas sorcier. On sait tous, même vous avez des experts en enseignement qui ont souvent été dans les jurys d'examen qui vous disent qu'on a souvent délibéré en deçà de la moyenne. Non, mais je dis ça parce qu'effectivement, dans les jurys d'examen, on dit que les secrets de la délibération restent dans la délibération. Moi, je ne suis pas membre, je ne sais pas de quoi vous parlez, Duval. Moi, je ne suis pas membre d'un jury. Moi, je suis un citoyen qui s'exprime de façon libre et qui a des informations sur ce qui se passe souvent dans les jurys. Je ne vous ai pas dit que je suis en train de trahir un secret. Je ne suis pas membre d'un jury. Deuxième chose, on est tout à fait d'accord que les établissements d'enseignement confessionnel, voilà, ont un résultat qui est nettement supérieur, qui est positif. Maintenant, la question qu'il faut se poser est celle de savoir comment ces établissements font pour avoir ces résultats. Et on est d'accord que leur secret, c'est la discipline. Ça veut dire tout simplement que la clé de la réussite dans le système éducatif camerounais, c'est la discipline. Maintenant, il appartient aux camarades de mettre à chaud qui sont aux affaires, voilà, de penser des mécanismes pour mettre de la discipline dans le système éducatif. Maintenant, pour en venir à la question concernant la SNH. Vous savez, il y a un célèbre philosophe français qu'on appelle Rabelais, qui en 1546 avait écrit un ouvrage sur la cour, il avait intitulé l'ouvrage « La cour du roi Péto ». Et la cour du roi Péto désignait un groupe, une sorte de communauté où il n'y avait pas d'autorité, où vous aviez un chef, je ne dirais pas un chef fantoche, mais un chef qui avait perdu ses facultés à mettre l'autorité au sein du groupe, à tel enseigne que chacun se sentait les pouvoirs du chef à son petit niveau. Ça veut dire qu'en fait, c'est une société où il n'y a pas de leader. C'est un environnement où on n'avait pas un chef. Et quand je regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, j'ai l'impression que Rabelais avait anticipé longtemps à l'avance sur ce que le Cameroun connaîtrait plusieurs siècles plus tard. Parce que
on a quand même du mal à comprendre que dans un système qui fonctionne normalement, que le secrétaire général des services de la présidence de la République, qui est président du conseil d'administration de la SNH, à titre, en qualité de secrétaire général. Tout à fait. Et ça, c'est su également par l'administrateur directeur général. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que le directeur général, l'administrateur directeur général remette en question un conseil d'administration qui est signé par quelqu'un qui a le statut de président du conseil d'administration. J'ai du mal à comprendre. Maintenant, quand on regarde l'environnement du régime, l'environnement de la gouvernance du régime, on peut être tenté de penser que ce genre de défiance est légitime. Parce que ce n'est pas le premier cas de figure. Voilà, il y a de cela quelques mois, il y a eu une crise qui a secoué le football camerounais. D'ailleurs, la crise continue, qui opposait le ministère des Sports au président de la FECAFOOT au sujet des hautes instructions. Jusqu'à maintenant, personne ne sait quelles sont les instructions qui auraient effectivement été données. Et actuellement, au moment où nous sommes sur ce plateau, le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports se regardent en chien de faïence. Alors que nous serions dans un système normal, avec un chef qui affirme ses compétences et travaille de façon continue, qui l'aurait donné de façon claire la position qui est la sienne. Et ce n'est pas seulement ça. Regardez récemment, le ministre des Sports écrit au ministre des Finances pour lui communiquer le matricule budgétaire du président de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon lui, le ministre des Finances répond que les informations qu'il a en sa possession disent que ce n'est pas celui dont parle le ministre des Sports qui est le vrai président de la Fédération de volleyball. Parce qu'il y aurait une décision de justice. Oui, il y aurait une décision. Moi je vois ça, j'explique ça sous le cadre d'une forme d'un manque de solidarité gouvernementale. Parce que je ne suis pas en train de vouloir dire qu'au sein d'un gouvernement, les ministres doivent penser la même chose. Mais je pense quand même qu'à partir du moment où vous devez afficher une position publique, il faut être capable d'harmoniser. C'est quand même bizarre de voir que le ministre des Sports et le ministre des Finances se contredisent de cette façon-là. Bon, et ça aussi, parce que logiquement, des questions comme celle-là devraient passer par la présidente de la République pour qu'il arbitre et dise au ministre des Finances, voici celui que vous devez considérer comme le président de la Fédération camerounaise de volleyball. À côté de ça, juste, j'explique tout ça pour montrer qu'en fait, le Cameroun a à sa tête un chef qui n'est plus capable de gérer les différents segments du pouvoir. De sorte que tous ceux qui tournent, qui sont les membres de son régime et qui ont un petit pouvoir dans leur petit segment respectif, se sentent des petits présidents. Parce que Moudiki, en répondant de cette façon au secrétaire général de la présidence, se sent aussi un petit président dans un espace qui lui a été donné, je dirais attribué, parce que quand vous faites quand même 30 ans, vous faites 30 ans à la tête d'une société d'État, je pense que la réglementation, vous finissez par penser que c'est votre chose, qu'on vous a donné votre part du gâteau national qui vous revient, et que c'est celui qui vous a donné ce gâteau national qui un jour vous appellera lui-même pour vous dire désormais vous n'êtes plus là. Parce que c'est ça ce sentiment. À côté de ça, regardez, dernièrement on a parlé d'un cambriolage à la présidence de la République. La présidence de la République, pour ceux qui le savent très bien, bon, pas pour ceux qui le savent, tous les Camerounais savent que c'est le lieu le plus surveillé du Cameroun. Il y a des caméras partout. Vous avez des agents de renseignement partout. Vous avez des forces spéciales, des différents corps d'armée partout. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler de cambriolage à la présidence de la République dans un pays qui est gouverné. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que moi, en tant que citoyen, quand j'apprends une information comme celle-là, je suis stomaqué. J'ai envie de comprendre comment ça se fait que le cœur du pouvoir au Cameroun fasse l'objet de cambriolage. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est agi d'un cambriolage. Qui sont ceux qui étaient impliqués? Donc, et tout ça, on en est là pourquoi? Tout simplement parce que je peux vous rassurer que les services en charge des renseignements et de la sécurité savent ce qui s'est passé. Mais le Camerounais lambda que je suis ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment, celui qui doit instruire les enquêtes pour que les Camerounais soient au courant de ce qui s'est effectivement passé n'est peut-être pas en mesure de commanditer cette enquête-là. À côté de ça, je pense qu'il faut, je ne vais pas me garder de parler de la prorogation du mandat des députés, juste pour vous montrer que jusqu'ici, vous voyez, on a toujours le sentiment que chacun fait comme il veut. La prorogation du mandat des députés dans une assemblée nationale est un acte assez grave, un acte assez particulier. C'est la raison pour laquelle la Constitution exige qu'il y ait des circonstances exceptionnelles ou des circonstances qui l'exigent. Ça veut dire que le président de la République qui prend sur lui
de demander aux députés de proroger leur mandat, doit être capable d'expliquer aux Camerounais la raison pour laquelle il le fait. Et doit être capable de suivre toute la procédure constitutionnelle en demandant l'avis motivé du président du Conseil constitutionnel. Comme c'est écrit dans la loi qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, l'avis motivé qui est préalable et publié au journal officiel avant que les députés se saisissent. Est-ce que cela a été fait? Non. Donc, je peux citer comme ça toute une pléthore de cas qui démontrent que finalement, le Cameroun est dans une situation qui est assimilable à la cour du roi Péto, dont parlait Rabelais depuis 1746. Et je constate qu'un certain nombre de Camerounais en ont parlé aussi, comme Blaise Famogayab, c'est vrai qu'il n'a pas parlé des siècles avant, mais je pense quand même que ce n'est pas en 2024 qu'il a écrit cet ouvrage. Non. Vous donniez l'année tout à l'heure. Voilà, donc si ce n'est pas en 2024 qu'il a écrit cet ouvrage et que ce qu'il avait écrit avant, aujourd'hui, est vérifiable dans le contexte actuel, ça veut dire que lui-même avait la vision. Bon, je ne sais pas s'il y devait, mais ça veut au moins dire que les signes précurseurs de l'abandon de la gouvernance par le chef de l'État étaient déjà visibles plusieurs années avant. Donc, à côté de ça, vous avez cité le cas du préfet. Bon, je ne veux pas rentrer dans la danse du débat sur cette thématique maintenant parce qu'on va en parler, mais je pense aussi que voilà un préfet qui donne quand même le sentiment aux Camerounais que lui-même, dans son secteur, est un petit président qui peut décider de qui va séjourner dans le Fundi, qui va chasser du Fundi, qu'est-ce qui peut assimiler à l'outrage au président de la République, à une forme d'incitation à la révolte, au trouble à l'ordre public. Donc je dis que tout ça, dans un pays normal, la réglementation ou bien les actes administratifs qui portent sur le maintien de l'ordre, lorsqu'il s'agit des actes qui sont susceptibles de remettre en cause la paix publique, surtout le cadre national, doivent être pris de façon concomitante ou bien de façon à harmoniser sur tout le territoire. Mais vous voyez bien que l'arrêté dont on va parler dans quelques minutes, cet arrêté a été pris par le préfet du Fundi. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les autres préfets ne sont pas forcément, ils ne voient pas les choses de la même façon. Et du coup, on peut être tenté de penser que dans la tête du préfet du Fundi, il se sent un petit président qui gouverne le Fundi. Et qui doit dire qui est celui qui peut arriver dans le Fundi. Donc, maintenant, vous allez voir que pour clôturer, vous allez voir qu'au bout du compte, on revient toujours au sempiternel, à la sempiternelle question. Le Cameroun est-il gouverné? Parce que regardez, toutes les thématiques dont on parle ici renvoient toujours à la question de la gouvernance, à l'existence même de la gouvernance, à la capacité de celui qui est supposé impulser la présidente de la République de faire son travail. Parce qu'on a parlé de l'éducation. Mais vous pensez que qui est le maître à jouer principal dans le système éducationnel d'un État, si ce n'est le président de la République? Parce que Madame la ministre des Enseignements secondaires fait un rapport, elle propose au président de la République un cahier des charges de l'éducation pour l'année en cours. Et c'est quand le cahier est validé par le président de la République, eh bien qu'elle le met en branle. Voilà, donc la discipline aujourd'hui, excusez-moi si je peux paraître un peu long, je pense qu'on est toujours là dans le cadre de thématiques qui sont assez prégnantes pour les Camerounais. Donc, nous devons être d'accord de reconnaître qu'un président de la République capable de travailler de façon spontanée, selon les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution, ne doit pas laisser les segments de l'État dans la léthargie. Il ne doit pas laisser les différents serviteurs de l'État s'affronter comme ils s'affrontent aujourd'hui. Même quand on parle de questions de haute instruction, entre le ministre de la Justice et le secrétaire général de la service de la présidence de la République, c'est la même chose. Le ministre de la Justice ne fait pas confiance à certaines hautes instructions. D'ailleurs, il a dit lors d'une cérémonie où il parlait devant la presse, disant que, bon, dénonçant le fait que certaines autorités administratives influencent les magistrats dans le cadre de leur travail au quotidien. Donc, à la fin, je pense que le véritable problème au Cameroun, c'est comment repenser notre pays sans passer. Est-ce qu'il est possible de repenser le Cameroun sans passer par un mécanisme électoral transparent? La réponse est non. Alors, c'est vrai que vous indiquez là qu'on aurait souhaité avoir une réaction du président de la République, et je le comprends très bien, vous qui êtes avocat, les hommes de droit disent très souvent qui peut le plus peut le moins, parce qu'en réalité, on se serait attendu aussi à ce que vous puissiez interpeller le Premier ministre chef du gouvernement qui est chargé. Non, mais vous dites... Permettez que je pose la question maintenant. Non, ça c'est compris. Non, permettez que je pose la question. Okay.
Vous savez, lorsqu'on parcourt la Constitution, on dit le président de la République définit la politique de la nation. Et celui qui est chargé de mettre en application, en exécution cette politique nationale, ce sont les membres du gouvernement, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement qui sont chargés de la mise en application de cette politique. On a souvent évoqué ce sujet ici. Et vous avez entendu un certain nombre d'acteurs politiques indiquer que oui, c'est peut-être important d'interpeller le chef d'État, mais il faut déjà interroger la responsabilité de ceux qui sont chargés de l'application des décisions ou bien de la politique du président de la République. Est-ce que le président de la République, est-ce que le président de la République devrait chaque fois, à tous les coups, intervenir pour donner son avis ou arbitrer dans telle question qui pourrait être effectivement réglée par le ministre ou bien même par le Premier ministre chef du gouvernement? Duval, lorsque le secrétaire général des services de la présidence de la République écrit, transmet une correspondance, où il écrit sur haute instruction du chef de l'État, vous voulez que c'est le Premier ministre qui vient arbitrer pour dire qu'effectivement c'est le président qui a parlé. Je pense que la seule personne qui peut confirmer les instructions qu'il aurait effectivement données par voie orale ou écrite à la personne du secrétaire général des services de la présidence de la République, c'est le chef de l'État lui-même. À partir du moment où les destinataires de cette haute instruction remettent en cause le message qui est porté à leur endroit par le secrétaire général de la présidence. Le Premier ministre étant donc le Premier ministre a été réduit à inaugurer. Au Cameroun, il y a un politicien qui avait dit qu'au Cameroun, malgré le fait que les textes consacrent le statut du Premier ministre, que le Premier ministre est le premier des ministres, il n'est pas Premier ministre. Ça veut dire que le seul avantage que nous voyons, c'est que dans le cadre protocolaire, il vient avant tous les autres ministres. Mais maintenant, regardez, par exemple, les conseils ministériels qui les convoquent. N'oubliez pas que le système politique camerounais, c'est un système présidentialiste. Ça veut dire que la tête de proue du gouvernement, c'est le chef de l'État. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il a la tête de tout. Il a la tête du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne siège pas depuis 5 ans. Il est à la tête du gouvernement, parce que c'est lui le président, c'est lui le vrai chef du gouvernement, c'est pas le Premier ministre, puisque c'est le président de la République qui convoque les conseils des ministres. Et le dernier conseil des ministres qui a convoqué, je ne sais pas, ça date peut-être de 6 ans. Je ne suis même pas sûr que le Premier ministre lui-même puisse se rappeler. Si vous l'interpellez maintenant, vous lui demandez, monsieur le Premier ministre, à quand ça date le dernier conseil des ministres tenu au Cameroun, il peut vous dire de façon spontanée. Bon, lui tient le conseil de cabinet. Mais oui, bon, les conseils de cabinet, ce n'est pas la même chose. Parce que vous savez très bien que même au sein du gouvernement camerounais, vous avez des ministres qui s'estiment relevés directement du chef de l'État, qui se comportent comme des super ministres. Vous vous souvenez dans le cadre de la crise anglophone, quand le Premier ministre avait dit qu'il y aura une négociation entre les groupes séparatistes et le gouvernement du Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le dialogue n'est pas possible. C'est pour vous dire que même au sein du gouvernement, vous avez certains ministres qui pensent que sur le plan de l'autorité, ils ne se sentent pas le devoir de se plier au Premier ministre. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, maître